Une scène familière dans les rues de bien des villes du monde. À Londres, à Moscou ou ici, dans le quartier Downtown East Side de Vancouver. Si vous êtes héroïnomane, c'est ici que vous atteignez le fond du baril. Vous pouvez être la fille ou le père de quelqu'un, vous pouvez avoir eu une belle carrière, mais si vous vous retrouvez ici, c'est que la seule chose qui compte maintenant, c'est votre prochaine dose. Quand on se pique, une chaleur nous envahit. C'est un sentiment de bien-être unique. Ça nous engourdit, on n'a plus mal. Dès la première ligne, j'ai aimé cette sensation. Il n'y a rien de comparable sur la planète. En fait, avec l'opium ou l'héroïne qui en est dérivée, les apparences sont parfois trompeuses. Ce récit commence de l'autre côté de la planète par une plante qui se révèle être à la fois une malédiction et une bénédiction. Des fermiers de l'Afghanistan procèdent à la récolte de l'opium. C'est dans ces champs que 92% de l'opium illicite est récolté pour répondre à la demande mondiale en héroïne. Pour les paysans, il s'agit d'un moyen de subsistance en ces temps déraisonnables. L'opium a également financé 3 décennies de guerre quasi continue. Le long du fleuve Pianj, une frontière poreuse de 1300 km, sépare les champs d'opium afghans des marchés de drogue extrêmement lucratifs d'Amérique du Nord et d'Europe. Dans cette région, l'anarchie règne. Vous avez été choisi pour surveiller la frontière et pour empêcher les passages illégaux à la frontière du district de Sarigor. Si quelqu'un tente de traverser, il doit être arrêté. À droite, en avant, marche! Pendant que la guerre menée par les Américains en Afghanistan s'éternise, un autre front s'est ouvert à la frontière dans ce combat pour le contrôle du commerce de la drogue. Ce conflit impose aux gardes frontières tadjiks une chasse à l'homme quotidienne ciblant des contrebandiers désespérés.
Une arrestation. Un petit contrebandier sans envergure. La surveillance de la frontière reprendra demain. La drogue, introduite illégalement au Tadjikistan, se retrouvera éventuellement au nord, à l'ouest et à l'est pour être distribuée partout dans le monde. Si nous ne nous unissons pas pour nous y attaquer, ce fléau deviendra un problème dans le monde entier. Même dans la région isolée de l'Arunachal Pradesh, qui s'étire à l'ombre de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, la demande mondiale d'opium transforme une tradition locale en commerce lucratif. Depuis des siècles, la culture du pavot fait partie intégrante de la culture du peuple Mishmi. L'opium est un analgésique naturel essentiel dans cette région où les médicaments modernes sont rares. Il le qualifie de don des dieux. Chez ce peuple, l'opium sert de remède contre la dysenterie, l'insomnie ou les douleurs de l'accouchement. Certains fument également de l'opium en groupe. L'ancien commissaire aux stupéfiants de l'Inde, Ramesh Bhattacharjee, se rend à Arunachal, alerté par des rapports sur l'augmentation de la production d'opium. J'ai mis sur pied un organisme, l'Institut d'études et d'analyse des stupéfiants. C'est notre premier projet. Nous souhaitons trouver de nouvelles idées pour contenir cette menace. Aucune enquête n'a été menée. Personne ne sait combien il y a de consommateurs de drogue ou quelle est l'ampleur de la production. On peut seulement faire des estimations. Nous espérons avoir des données dans un mois pour nous mettre au travail. La région d'Arunachal est en proie à de graves problèmes. Si on ne fait rien, la région sera bientôt dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Compte tenu de l'accroissement de la production, les cultivateurs de la région craignent que l'arrivée de l'ancien commissaire aux stupéfiants ne soit de mauvais augure. Nous travaillons dur pour arriver à nous nourrir. Nous comprenons très bien. Nous ne sommes pas ici pour vous arrêter. Si nous arrêtons, comment pourrons-nous manger? Vous voulez voir comment on fait? Oui, montrez-nous. Où pouvons-nous en trouver une? Quoi? Une pipe? Il faut la faire fabriquer. Pourquoi en avez-vous besoin? Allez-vous fumer? Non, ce sera un souvenir. Je suis certaine que vous en trouverez une. Il y en a de toutes les tailles, même pour les enfants. Ils en font pour les enfants? Tout le monde fume. Voilà comment on fait. Est-ce terminé? Vous pouvez continuer. Êtes-vous étourdi? C'est pour ça qu'on fume. N'est-ce pas bizarre qu'un homme de ma taille puisse se sentir léger comme une plume?
L'opium est le plus vieux remède du monde pour une bonne raison. Il y a des millions de plantes dans la nature. Pourquoi celle-ci apparaît-elle dans toutes les cultures depuis le début de l'histoire écrite? Parce qu'elle agit sur les problèmes les plus ennuyeux des humains. Elle agit sur les douleurs chroniques. Les Sumériens la nommaient herbe de la joie dans leurs tablettes. Les Égyptiens l'utilisaient, les Romains aussi. L'opium est arrivé en Chine au 8e et 9e siècle grâce aux marchands arabes. Ce sont eux qui ont fait découvrir l'opium à travers le monde. Auparavant, il était mangé ou fumé avec du tabac. Mais l'usage de l'opium a été transformé par l'invention d'une pipe ingénieuse conçue en Chine au début du XVIIIe siècle. Le terme chinois est Tuin Yin Tu Wu, qui signifie avaler des nuages et recracher du brouillard. Par ce procédé, on inhale une vapeur distillée pure. Ce n'est pas un produit brûlé, il n'y a pas la toxicité associée à la combustion. En fait, toutes les impuretés sont éliminées. En Europe, le développement d'un élixir appelé laudanum, un mélange d'opium en poudre et d'alcool, amène rapidement des gens de tous les milieux à rechercher les effets apaisants du pavot. Les gens de milieux similaires en consommaient en Angleterre et en France. La reine Victoria en prenait, tout comme les poètes Byron, Shelley, Keats, Coleridge et Jean Cocteau. Tous les créateurs ont besoin d'être calmes, de n'avoir aucune distraction, aucune douleur physique ni fatigue de l'esprit. Et l'opium permet aux artistes, aux musiciens et aux écrivains d'atteindre cet état de calme. Au XIXe siècle, les médicaments à base d'opium servent à guérir à peu près n'importe quoi. C'était le médicament le plus important de la pharmacopée occidentale jusqu'aux années 1930. Les gens ne se rendent pas compte que la plupart des médicaments contiennent de l'opium sous une forme ou une autre. L'histoire de l'opium est toujours associée à sa double nature. Il procure un bien-être et soulage de la douleur, mais il peut aussi créer une dépendance. Au début du XIXe siècle, un chimiste allemand isole le composant analgésique de l'opium et lui donne un nom dérivé de Morphée, le dieu des songes. La morphine devient rapidement le principal outil de régulation de la douleur. On la vend comme médicament pour remplacer l'opium afin de mettre fin à la dépendance à ce dernier. A little given to a sick person facing the agonies of illness or the surgeon's knife, and there comes peace, freedom from pain. Misused by drug addicts, these same powers bring dreams that twist reality, corrode body and mind, and lead to crime. Ils ont cru que la morphine serait le remède contre la dépendance à l'opium, et ils avaient raison. Une fois la morphine injectée par intraveineuse, on n'a plus envie d'opium. On devient dépendant de la morphine. Modern chemistry takes the raw latex of its fruit, extracts and changes it into the concentrated drugs of morphine, codeine, and other narcotics. Bayer, une compagnie allemande, a développé l'héroïne, le remède héroïque. C'est de là que vient son nom. C'était le médicament qui agissait vraiment. Ils l'ont présenté comme le remède pour guérir la dépendance à la morphine. C'était bien le cas puisqu'il engendrait plutôt une dépendance à l'héroïne. En 1900, un demi-million d'Américains sont dépendants de la morphine ou de l'héroïne en vente libre. La morphine demeure le médicament antidouleur de prédilection des médecins, mais la distribution et la consommation d'opium et d'héroïne sont bannies aux États-Unis dans les années 1920. La toxicomanie devient une question d'ordre public.
Près d'un siècle après la promulgation de lois sévères, le centre Insight, situé à Vancouver, prône une approche radicalement différente de l'héroïnomanie. Comment ça va? Depuis sa création en 2003, le centre ouvre ses portes grâce à une exemption des lois canadiennes sur la drogue qui permet aux usagers de s'injecter des drogues sans risque d'accusation criminelle. Entre 600 et 900 personnes fréquentent le centre chaque jour. Mon rôle en tant que superviseur à l'accueil consiste à tendre la main à une population très marginalisée. Souvent, ils sont très méfiants et hostiles quand on leur offre des services. Leur interaction avec les policiers, avec les employés des salles d'urgence ou avec les employés des bureaux d'aide sociale ne sont pas positives. Ils n'aiment pas avoir affaire à la bureaucratie. C'est un jour de réception de chèques. Pour les gens qui reçoivent de l'aide sociale et qui sont sans abri, c'est la seule journée où ils ne seront pas malades. C'est une journée achalandée, l'énergie est palpable dans la rue. Dans une communauté frappée par le VIH et où le risque de surdose est omniprésent, l'un des engagements les plus importants du centre est de ne jamais refuser quiconque. C'est un service qui sauve des vies. Nous voulons que les portes soient ouvertes. Interdire à quelqu'un l'accès au service, c'est très grave. Nous les condamnons alors à se piquer derrière des conteneurs à déchets ou seuls dans une chambre d'hôtel. C'est très dangereux. J'ai commencé à en prendre en prison. L'héroïne est de bien meilleure qualité là-bas. Ici, c'est terrible si on compare à la prison. En offrant un lieu sûr aux usagers pour s'injecter la drogue qu'ils ont achetée dans la rue, le centre Insight traite la toxicomanie comme un problème de santé publique et non un crime. Cette approche de gestion de la consommation de drogue est appelée réduction des préjudices. Je m'appelle Derek Thomas. Je viens ici parce que j'ai commencé à consommer des opiacés il y a 3 ans et demi. Et que c'est dans ce quartier qu'on peut en acheter. C'est ce qui m'a amené ici. Je voulais acheter de la drogue. À partir de là, j'ai essayé l'héroïne. C'est quelqu'un que je connais qui m'en a proposé. Pour moi, c'est une forme de médication. Je n'ai pas pensé à la dépendance quand j'en ai pris pour la première fois. J'ai trouvé l'effet formidable. Je n'avais plus besoin de penser, de faire face à mes problèmes. Je faisais une pause de moi-même, si on veut. Mais quand ça revient, c'est pire. J'ai perdu ma conjointe. Nous étions très proches. Nous avons été ensemble pendant 16 ans. Elle a été emportée dans un accident d'automobile. C'est là que j'ai essayé l'héroïne. J'avais des pensées suicidaires. Ça m'a sauvé de ça. Je comprends pourquoi l'héroïne crée une dépendance si forte. C'est tellement euphorisant. J'ai perdu le fil de mes pensées. La question qu'on se pose est, qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent dépendantes et d'autres ne le deviennent pas? Nous croyons tout d'abord qu'il faut naître avec un certain type de cerveau. Il y a un facteur biologique présent dans les gènes.
Lorsque les opiacés se retrouvent dans le sang et atteignent le cerveau, ils stimulent des récepteurs dans une région précise du cerveau. Et ce sont ces récepteurs qui procurent à la personne un sentiment de bien-être. Et ces récepteurs ne réagissent pas de la même manière chez tout le monde. Si on rassemblait 50 personnes dans un gymnase pour un week-end et qu'on leur injectait de l'héroïne, la moitié des gens ressortiraient en disant « Je ne veux plus jamais toucher à cette drogue ». L'autre moitié des gens auraient vécu les plus beaux jours de leur vie et voudraient retrouver cette sensation. Il y a donc un facteur biologique. Mais on a tous entendu des histoires de personnes qui n'ont jamais eu de problème de drogue jusqu'à ce qu'un événement les perturbe, comme un divorce ou une dépression. Il y a donc un facteur psychologique. Il y a également un facteur environnemental. Si vous êtes prédisposé et si vous vivez un événement malheureux, mais que vous vivez dans un coin du monde où vous n'avez pas accès à ces drogues, vous ne deviendrez pas dépendant. Il faut donc le bon cerveau, au bon moment et au bon endroit pour que la dépendance s'installe. Dans une communauté accablée par la toxicomanie, la production qui alimente la demande provient d'un réseau mondial de trafic de stupéfiants dont la source se trouve à l'autre bout du monde. La croissance du réseau des routes de contrebande sortant de l'Afghanistan entrave les efforts pour contenir le trafic de l'opium. Nous nous concentrons sur les cibles d'importance. Nous visons les organisations de trafic de stupéfiants les plus grandes et les plus nuisibles en Afghanistan et dans les environs. Dans cette région, les gouvernements sont inexistants, les frontières sont poreuses, le terrain est vaste et montagneux. Il y a d'innombrables sentiers. C'est très difficile de couvrir une telle région en entier. Pour Larry Mendoza de la DEA, la mission comporte deux volets. Empêcher que la drogue arrive sur le territoire et mettre un terme à l'utilisation de l'argent de l'opium par les talibans, argent qui finance la guerre contre les États-Unis. Au sujet de la situation actuelle des talibans, nous ne savons pas précisément quelle part de leurs revenus provient de l'héroïne. Les estimations vont de 100 à 500 millions de dollars par année. C'est un montant colossal qui provient d'un système de taxation. En plus, cela leur garantit le soutien des populations, parce que c'est le gagne-pain d'un grand nombre de personnes qui ne pourraient pas gagner d'argent autrement. C'est donc une culture extrêmement précieuse pour eux. Avec cet argent, ils sont en mesure de s'armer et de s'organiser. Comme nous le constatons plusieurs années après l'invasion de l'Afghanistan, ils se débrouillent très bien. Et leur tactique menace de défaire la machine de guerre la plus puissante de l'histoire. Pour être franc, ils seraient incapables d'y arriver sans l'héroïne. Malgré les efforts considérables des Américains, 90% de l'opium afghan sort clandestinement du pays. Les États-Unis font donc appel à leurs alliés, des pays frontaliers de l'Afghanistan qui fournissent de la main-d'œuvre pour les opérations antidrogue. Au Tadjikistan, l'une des principales agences collaborant avec les Américains est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Le policier de carrière, Christer Brannerud, est le représentant de l'ONU sur le terrain. Sa mission quasi impossible consiste à aider les Tadjiks à enrayer la contrebande d'opium.
Dans une atmosphère saturée par la corruption, il est l'homme qui s'assure que les chèques sont dûment signés et que l'argent de l'ONU se retrouve entre bonnes mains. Il y a une partie de la frontière sous le contrôle de l'ONUDC, si on veut. Pour une autre partie, il y a une coopération bilatérale avec les États-Unis. La Commission européenne a également un projet ici. Elle s'occupe d'un autre tiers de la frontière qui est divisé entre ces trois joueurs. Nous tentons de soutenir les gardes frontières et de renforcer les avant-postes frontaliers du mieux possible avec le financement disponible. Aujourd'hui, Krister Brannerud effectue l'une de ses visites périodiques à un poste de contrôle soutenu par l'ONU. Ce détachement est constitué de 4 ou 5 agents dans 3 groupes. Ils basent leurs opérations sur des renseignements. Nous recherchons des visiteurs afghans, si on peut dire. Ces visites peuvent indiquer qu'un village a été approché par des contrebandiers. Les suspects ont été contrôlés. Mais il n'y a eu aucune arrestation aujourd'hui. Nous ne pouvons pas inspecter les 1344 kilomètres de la frontière. La drogue vient généralement du centre de l'Afghanistan et parvient jusqu'ici. Les trafiquants passent par des chemins de contrebande dans la région. Ils traversent le fleuve et remontent jusqu'ici. Y a-t-il un chemin là-haut? Oui, il y a un autre chemin qui passe par ce col entre les deux montagnes. Il se poursuit ensuite jusqu'au Kirghizistan. S'ils passent du côté gauche, ils peuvent atteindre Dushanbe. Et il y avait quelques personnes avec des mitrailleuses là-bas et une autre plus loin avec une grosse mitrailleuse. Les Afghans ont traversé la frontière. Ils ont arrêté l'homme ici. Il y a eu une altercation et ils l'ont tué. Quand je suis arrivé sur cette base, le 24 avril, et que j'ai commencé la surveillance, je n'avais peur de rien. Peu importe où je suis déployé, je pense à protéger ma patrie et mes parents. On voit beaucoup de jeunes hommes. Ils reçoivent un salaire qui varie entre 5 et 20 dollars par mois. Et ils sont logés et nourris. Les jeunes hommes que vous voyez ici risquent leur vie pour 20 dollars. Je demande souvent aux Européens combien d'entre eux seraient prêts à changer de place avec ces garçons. Peut-on gagner cette guerre? Je suis une personne très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Le nombre de nos opérations s'est accru de 116%. Le nombre de saisies a lui aussi augmenté. Nous poussons les contrebandiers hors de leur zone de confort. Nous marchons sur les plates-bandes de certains des seigneurs de guerre les plus puissants. Il faut une volonté politique dans les plus hautes sphères du gouvernement. Il faut que les gens disent « assez, c'est assez » et qu'ils agissent en conséquence. La guerre des États-Unis contre la drogue
a commencé il y a 40 ans au cours d'un autre conflit. Des centaines de jeunes Américains sont alors appelés sous les drapeaux pour combattre le Viet Cong communiste. Ces jeunes découvrent rapidement des moyens d'échapper à l'angoisse causée par les combats. Le Vietnam est inondé de marijuana et d'héroïne en provenance des jungles de l'Asie du Sud-Est et le nombre de soldats qui se droguent monte en flèche. Les images comme celle-ci n'aident pas à convaincre la population des États-Unis du bien fondé de la guerre. La consommation de drogue au sein de l'armée américaine est si problématique que le Congrès tient une audience pour enquêter sur ce qui est devenu un scandale national. We don't know how many U.S. military members in Vietnam use heroin and other drugs. By the most conservative estimate of the heroin use rate in Vietnam, one must conclude that altogether too many of our military men are using it. En Asie du Sud-Est, le Vietnam est devenu un paradis pour les amateurs de drogue. En 1971, les médecins de l'armée américaine estiment que plus de 35 000 soldats américains consomment de l'héroïne. On assiste à la naissance d'un nouveau marché lucratif. La guerre du Vietnam a été cruciale dans la progression de la consommation d'héroïne aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, comme l'Australie, la Thaïlande et les Philippines. Partout, les troupes américaines allaient durant leur permission. L'héroïne, en tant que phénomène dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est, est la conséquence d'un marché non réglementé et d'une très forte demande des soldats américains. Mais la drogue n'intéresse pas seulement les soldats. Aux États-Unis, la consommation augmente rapidement. La restriction de la consommation de drogue se transforme en croisade pour les politiciens, et ce, même pour les plus importants. This is one area where we cannot have budget cuts because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Ce nouvel ennemi arrive à point nommé pour faire oublier une guerre de moins en moins populaire. En 1972, le président Richard Nixon crée la Drug Enforcement Administration, la DEA, une super agence composée de 3000 agents et dotée d'un budget de 65 millions de dollars. On présente la DEA comme une solution nationale à un problème étranger. Sa création constitue un moment charnière dans le recours à la ligne dure pour lutter contre la consommation de drogue. Cependant, le public ignore que les alliés américains en Asie du Sud-Est sont les principaux fournisseurs de l'héroïne qui se trouvent dans les rues américaines. Ils ignorent aussi qu'ils ont le soutien tacite des États-Unis et de leurs services de renseignement. Tous ces trafiquants savaient qu'il valait mieux pour eux de faire partie de l'équipe, de se prévaloir de l'immunité de la CIA. Un jour, j'étais avec l'Américain le plus haut placé dans la lutte contre ce trafic au Moyen-Orient et il a dit en ma présence, « Le problème, c'est que je découvre que toutes mes cibles travaillent pour la CIA. » La situation était généralisée. Peu à peu, la guerre contre le communisme éclipse la guerre contre la drogue. Mais au fil des 4 décennies suivantes, l'application de lois de plus en plus sévères aux États-Unis donnera le ton aux politiques anti-drogue de toute l'Amérique du Nord qui s'appliquent encore de nos jours. En fait, je n'aime pas ce quartier de la ville. Il y a beaucoup de gens dans le besoin.
J'espère que ce ne sera pas comme ça jusqu'à ma mort. C'est difficile. Même s'il y a quand même de bons moments. Mais je ne suis pas joyeux comme avant. Je sens que je stagne, que je suis bloqué. Après 2 tentatives infructueuses, Derek souhaite faire une cure de désintoxication à la clinique située à l'étage du centre Insight. Il y a quelques papiers à remplir. D'accord. Ensuite, tu rencontreras une infirmière. Ok. C'est pour les trucs de base, les signes vitaux. Mais avant, parlons de la désintoxication. Un toxicomane veut toujours arrêter. C'est toujours quelque part dans sa tête. Peut-être que demain, ce sera différent. Il s'agit de le faire. D'avoir le désir de le faire. C'est ce qui fait la différence. Tu passeras de 7 à 10 jours au 2e étage. Pendant cette période, tu dois rester là-haut. Si tu ne te sens pas bien dans ta chambre, parle-en au personnel. Ils ont des moyens pour faciliter les choses. Tu rencontreras un médecin et une infirmière pour discuter du sevrage. Tu auras ta chambre et ta salle de bain privée. J'aimerais faire une demande. Est-ce possible d'avoir la chambre qui a une baignoire? Il faut voir si elle est libre. Tu l'auras peut-être. Si c'était possible, ce serait merveilleux. C'est thérapeutique? Je peux prendre jusqu'à 10 bains par jour, parce que j'ai toujours froid. Pendant la semaine où tu seras là, tu auras la possibilité de parler à des conseillers si tu en as envie, des gens formidables. Ils te proposeront des options et discuteront avec toi des choses qui ont fonctionné ou non dans le passé. Si tu as envie de mettre au point une stratégie, c'est très bien. Tu dois te rappeler que tu te libéreras de ce truc. Ça n'a rien d'intimidant. Détends-toi pendant que tu es là. C'est comme une semaine de congé, non? Oui, c'est ça. Ne te mets pas de pression, ça ne donne rien. Mange un peu avant d'aller rencontrer l'infirmière. C'est parfait. Je veux fumer un peu pour me calmer. D'accord. Il y a des bénéfices à ce répit là-haut. Je serai là dans une seconde. D'accord. On ne sait pas comment ils vont en sortir. Certains souhaitent réellement prendre de la distance pour rebâtir leur vie. Pour d'autres, c'est important de passer du temps loin de la rue pour réfléchir à leur vie, pour prendre du mieux, pour dormir dans des draps propres, pour manger régulièrement, pour consulter un médecin. C'est très bénéfique pour eux. Je veux m'en sortir. C'est très difficile. J'ai peur. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Ramesh Bhattacharjee mène son équipe en plein cœur de la région de l'Arunachal Pradesh pour documenter l'explosion de la culture de l'opium. Il y a 7 ans, lors de sa dernière visite, la plupart des champs de pavots étaient bien cachés, dans les hauteurs des montagnes. Aujourd'hui, il y en a partout. Je suis sous le choc. La culture se fait sans aucune pudeur. Ils ont rapproché les champs du village parce que c'est plus facile d'y travailler et qu'ils obtiennent ainsi un meilleur rendement. Il y en a partout. Il n'y a qu'à demander n'importe où, à n'importe qui, et on vous conduit à un endroit où on vend de l'opium. Une fois que la production dépasse leurs besoins, ce qui est déjà le cas, ils le convertissent en sucre brun.
Autrement dit, en héroïne ou en différentes sortes de produits. Ensuite, le meilleur marché pour les vendre est à l'étranger, car les prix sont plus élevés. Est-ce possible que le gouvernement ignore ce qui se passe? Les autorités le savent, bien sûr, et elles ferment les yeux. On peut utiliser le terme collusion. Ça ne fait aucun doute. Combien de personnes avez-vous arrêtées l'an dernier? L'an dernier, il n'y a pas eu d'arrestation. Nous ne fermons pas les yeux. Nous cherchons plutôt à les éduquer. Par nos campagnes, nous leur présentons des cultures alternatives qui peuvent leur apporter une source de revenus durable. Il y a longtemps, des agents des forces de l'ordre sont venus. Mais il y avait beaucoup de résistance de la part des villageois. On ne peut pas les arrêter par la force. Cet endroit est représentatif de ce qui se passe dans le reste de l'Asie du Sud-Est. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur la culture de l'opium, malgré les déclarations de l'ONU et des gouvernements du monde. Il n'y a aucun contrôle. Et l'expansion se poursuivra. C'est tout simplement trop rentable. On parle d'une plante qui ne coûte pratiquement rien à produire et qui vaut plusieurs fois son poids en or. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'opium et l'héroïne sont en demande, et tant qu'il y aura un marché, les gens trouveront un moyen d'en produire. C'est l'effet ballon. Si on supprime la production dans un pays, elle est reprise dans un autre. La culture de l'opium illustre parfaitement cet effet depuis des décennies. À la fin des années 1970, lorsque la guerre froide se déplace du Vietnam à l'Afghanistan, le trafic de l'opium fait de même. Les Soviétiques envahissent alors l'Afghanistan pour exercer un contrôle plus serré sur le gouvernement de Kaboul. Les États-Unis répliquent en acheminant du soutien à la résistance des Moudjahidines par le biais de la CIA. Le conseiller national pour la sécurité, Zbigniew Brzezinski, vient témoigner en personne pour offrir son soutien à leur cause. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. L'argent de la guerre des Moudjahidines vient principalement du trafic de l'opium. En quelques années, l'Afghanistan remplace l'Asie du Sud-Est comme premier producteur d'opium. Une fois de plus, la CIA ferme les yeux, tandis que les nouveaux alliés des Américains trempent dans des opérations de contrebande. C'est ce qui me consterne le plus. Lorsqu'ils sont arrivés en Afghanistan, ils avaient une grande expérience de collaboration avec des trafiquants de drogue. Ils savaient à quoi s'en tenir. Le scénario s'est répété avec des conséquences désastreuses. D'abord aux États-Unis. En 1979, l'héroïne ne venait pratiquement pas du croissant d'or, la région le long de la frontière pakistano-afghane. En 1980, selon les statistiques, 60% de l'héroïne vendue aux États-Unis provenait de cette région. Pendant que le gouvernement américain soutient ceux-là même qui inondent les États-Unis de drogue, la guerre contre les stupéfiants se poursuit de plus belle au pays. « 20 ans plus tard,
Après les événements du 11 septembre, les États-Unis se retrouvent à nouveau en Afghanistan pour renverser le gouvernement taliban hostile à l'Occident. Pour combattre les talibans, les États-Unis se font de nouveaux alliés qui comptent aussi sur le trafic de la drogue pour financer leurs opérations. Leurs alliés sont des seigneurs de guerre. Comment sont-ils financés? Leur argent ne peut pas venir entièrement des États-Unis. La réponse est la même qu'avant 1996. Il vient du pavot. C'est la seule chose qui est exportée par ce pays. Les Américains ont fermé les yeux sur le réensemencement des champs de pavot en 2001 et en 2002 parce que leurs alliés avaient besoin d'argent. Et le pavot s'est remis à pousser. À entendre le président américain, on ne se douterait pas que ses alliés trempent dans le trafic de la drogue. The United States and their allies will help President Karzai reverse the increase in poppy cultivation. This is a direct threat to a free future for Afghanistan. One way to deal with the drug problem is for there to be kind of pushback to the drug dealers, and a good way to push back on the drug dealers is convict them and send them to prison. Mais en réalité, chaque tentative pour endiguer le flot de drogue en provenance d'Afghanistan s'est révélée un échec. Depuis le retour des Américains en Afghanistan en 2001, selon les estimations, la valeur au détail des récoltes d'opium s'est accrue de 200% pour atteindre 50 milliards de dollars. Si on n'a pas la capacité d'arrêter la production de la drogue, et c'est le cas, cette industrie extrêmement lucrative se retrouve dans les mains d'acteurs privés. Alors, le gouvernement n'a aucun contrôle sur le marché ou sur l'argent que génère ce marché. Si c'est ce qu'on veut faire, allons-y, faisons-le. Mais on ne gagnera pas la guerre en Afghanistan et on n'aura aucun impact sur la production, la distribution et la consommation de drogue en Occident et ailleurs dans le monde. Tant que la production d'opium sera criminalisée, sa rentabilité restera formidable. La drogue, c'est une question d'argent. Il y a de l'argent derrière chacun des aspects de ce commerce. C'est le véritable moteur. Il y a également des objectifs de politique étrangère qui y sont associés. Il ne s'agit pas de protéger nos enfants de la drogue. Si nous voulions vraiment protéger nos enfants, nous nous demanderions pourquoi ils se droguent. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Super. Bienvenue au programme de désintoxication du centre Insight. La durée du séjour est de 7 à 14 jours. Les repas ont lieu à 9h, à 12h45 et à 17h30. Il faut s'attendre au malaise du sevrage. Ce n'est pas réjouissant. Et il y a ce qui remonte à la surface. On ne sait pas ce que ce sera tant qu'on ne sera pas sevré. Toutes sortes de choses remontent, mais on ne sait pas lesquelles. Certaines sont plus sérieuses que d'autres. Ce sont des choses auxquelles on ne fait pas face quand on prend de la drogue. On n'évolue plus, on ne questionne plus rien. Le temps passe et vient un moment où il faut s'occuper des problèmes qui remontent. La conception de la toxicomanie du Dr Gabor Maté a émergé de 10 années de travail avec des héroïnomanes comme Derek Thomas. Mes clients sont des toxicomanes invétérés. Si on étudie la vie de n'importe quel toxicomane, particulièrement dans le quartier Downtown Eastside, on se rend compte qu'ils ont généralement été victimes de mauvais traitements durant l'enfance et qu'ils vivent avec de graves traumatismes. La toxicomanie est un moyen de soulager les traumatismes, la dépression, la douleur et l'angoisse. La toxicomanie a une fonction dans leur vie. C'est la même chose pour toutes les drogues. La justice pénale traite la toxicomanie comme un crime.
Le système de justice pénale commet lui-même un crime, en fait. Il traumatise des gens qui souffrent déjà beaucoup plus que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Vous n'avez jamais été aussi seul de votre vie? Non, je me suis déjà senti aussi seul. Oui? Quand j'étais petit. D'accord. Je m'en souviens. D'accord. Parlez-moi de cette période. Maman est morte quand j'avais 7 ans. De quoi est-elle morte? Somnifères et Jack Daniels. Elle a succombé à une surdose. C'est ça. Et votre père? Mon père s'est refermé pendant des années. Il ne parlait pas, il allait au travail, il allait au bar. Je ne le voyais pas souvent. Y a-t-il des similitudes entre ce que vous avez ressenti à 7 ans quand votre mère est morte? Oui, il y a des similitudes. Et ce que vous avez ressenti quand votre femme est morte? Oui. Il y a des similitudes. Je bloque mes émotions. Oui. D'accord. Je m'éloigne de ce que je désire le plus. J'ai tout le reste, j'ai des amis à qui je peux parler et avec qui je suis bien. Que désirez-vous? Je veux guérir de cette perte qui revient toujours me hanter. Qu'est-ce que je désire? Je veux être amoureux de nouveau, pour être honnête. C'est ce qui me manque. Auparavant, les jeunes étaient contre ça. Mais tout le monde est devenu tolérant. C'est beaucoup mieux organisé. Nous ne savons pas où ils le vendent, ni à qui, mais l'opium se retrouve sûrement dans les plaines et les régions où il se vend plus cher. La production a beaucoup augmenté depuis notre dernier passage en 2001. Elle s'est multipliée par 1000. Nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que la récolte d'opium soit bonne. L'opium est vital pour la communauté. C'est essentiel. Sans opium, la vie serait impossible. Nous le vendons pour bâtir nos maisons, nourrir nos familles et acheter du bétail. Il n'y a pas de solution de rechange à ce revenu. Si le gouvernement voulait détruire notre capacité à cultiver et à vendre l'opium, ça irait mal. Ce serait désastreux pour les gens ici. Et ça pourrait engendrer de la violence. À mesure que la production d'opium augmente, le taux de dépendance s'accroît. Beaucoup de nouveaux venus à la recherche de travail dans cette région en plein essor découvrent le pavot, comme l'aubergiste Bisharma. J'aimerais arrêter, mais je ne peux pas. C'est différent pour chacun. Certains opiomanes en meurent. D'autres sont si dépendants qu'ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Je n'en prends pas trop, seulement le matin et le soir. Combien dépensez-vous pour votre opium? Environ 17 $ par mois. Quel est votre revenu? Je gagne assez d'argent pour m'en sortir. Ce sont des choses qui arrivent. Romesh Bhattacharjee a commencé à s'interroger sur les méthodes de lutte contre la drogue qu'il a employées alors qu'il était encore commissaire aux stupéfiants de l'Inde. Je suis venu ici il y a 7 ans. Et il ne restait plus beaucoup de champs de pavots.
Chaque année, nous venions les détruire et nous tentions d'implanter des projets de culture de remplacement. Les arbres fruitiers qu'ils ont plantés à cette époque sont parvenus à maturité et donnent des fruits, mais leur vente ne leur rapporte pas assez d'argent. Alors ils plantent du pavot pour augmenter leurs revenus. Regardez ça, c'est très escarpé. Les fermiers qui cultivent l'opium peuvent gagner jusqu'à 30 fois plus d'argent qu'avec des cultures de remplacement. Cette terre appartient à cet homme. Il dit que grâce à l'opium, il peut s'acheter du riz. Le peu de prospérité qu'ils ont leur vient de l'opium. Ils en consomment aussi. Ils aimeraient arrêter, mais ils n'ont pas de médicaments. Si on se concentre seulement sur la répression, il faudra des milliers de soldats pour y arriver. Il faudra faire des relevés avec des hélicoptères ou des satellites, et des milliers de soldats seront nécessaires pour l'éradication. Et ensuite, qu'est-ce qui arrivera? Ces paysans seront encore plus pauvres. Ce serait un recul considérable. Je suis frustré parce qu'il n'y a pas eu de réflexion sur cette question. Pour lutter contre ce problème, il n'y a pas seulement la répression. Il doit exister des méthodes empreintes de plus de compassion. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. À Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, des voitures luxueuses envahissent les rues du pays le plus pauvre d'Asie centrale, maintenant inondé par les profits du narcotrafic. Après l'effondrement de l'Union soviétique, des bandits tadjiks et d'anciens soldats de l'armée rouge se sont associés pour organiser le trafic dans la région. Il existe toutes sortes de liens entre les anciens occupants et le trafic de l'héroïne. Quand l'armée a subi les contre-coups de la chute de l'Union soviétique et que ses généraux ne pouvaient plus payer les troupes, ils ont dû trouver un moyen de faire de l'argent. Donc, l'armée russe est devenue le principal exportateur de l'héroïne de l'Afghanistan, qui passait par le Tadjikistan. La drogue était ensuite envoyée de Dushanbe ou d'ailleurs jusqu'à Moscou. Par conséquent, le Tadjikistan s'est criminalisé rapidement et radicalement. Après avoir été un avant-poste éloigné de l'Union soviétique pendant 70 ans, le Tadjikistan est maintenant relié à Moscou par un gigantesque réseau de trafiquants d'opium dont les tentacules s'étendent jusqu'aux marchés européens et mondiaux. Du policier régional corrompu au petit bureaucrate qui touche sa part, des contrebandiers afghans aux administrateurs gouvernementaux hypocrites, l'argent du narcotrafic imprègne tous les aspects de la vie. Mettre un frein au trafic de l'opium et de l'héroïne reste la raison d'être de l'agence tadjik de contrôle des stupéfiants. La principale tâche de cette unité spéciale est de fournir le soutien physique et technique durant les opérations pour arrêter les gens qui font le trafic des drogues illicites. La principale difficulté est qu'il s'agit d'un problème international et que le nombre de personnes qui travaillent pour l'agence au niveau national n'est pas suffisant, selon moi. L'agence tadjik de contrôle des stupéfiants a saisi pour 275 millions de dollars d'héroïne depuis sa création en 2000.
Mais il s'agit d'une infime fraction de la drogue qui traverse le pays en direction de Moscou et du reste de la planète. Le personnel de l'agence se prépare pour le rituel de la destruction de la drogue saisie. Considérant les centaines de kilos de stupéfiants en circulation, l'incinérateur ne manquera pas de combustible aujourd'hui. Empilez les paquets sur le sol. Vous pouvez ouvrir. Ces millions de dollars de drogue qui s'envolent en fumée attirent les foules, y compris des représentants de la DEA qui souhaitent s'assurer que les investissements américains rapportent. De l'opium. De l'opium. De l'opium brut. C'est un exemple de subtil équilibre qui caractérise la lutte contre la drogue au Tadjikistan. Juste assez pour présenter des résultats, mais pas exagérément, afin de ne pas indisposer ceux qui ont le pouvoir. On a beaucoup parlé du niveau de corruption au sein du gouvernement. Que peut-on faire pour y remédier? Je ne fais pas partie du gouvernement. C'est donc difficile pour moi de déterminer clairement quel est le niveau de corruption. Selon les chiffres de l'ONU, environ 40% de l'économie du Tadjikistan est liée à la drogue. Je ne dirais pas que 40% de l'économie tadjik est associée à la drogue. Je n'ai jamais vu cette statistique. C'est faux. En ce qui concerne le niveau de corruption dans notre agence, 7 anciens employés ont été jugés pour corruption au cours des 10 années au cours desquelles j'ai travaillé ici. C'est beaucoup trop. Mais c'est la pauvreté qui les a amenés à commettre ces crimes. À la frontière afghane, Christer Branrud, le représentant de l'ONU, remet en question certaines hypothèses de base de la guerre contre la drogue. Le problème ici, c'est l'ampleur du trafic. Je ne peux pas trouver la solution seul. Je suis découragé quand je me rends en Europe pour assister à des réunions. Ils sont assis là-bas, ils accusent les autres, ils rejettent la responsabilité sur les autres, et ils se demandent ce qui se passe ici. Mais ils sont là-bas dans un bel environnement avec un bon salaire, ils ont des infrastructures et des écoles, ils ont tout. Ils condamnent les gens d'ici qui ne gagnent rien. Le seul revenu de centaines de milliers de personnes de la région provient de l'opium et de la contrebande. Tant que nous ne réglerons pas les problèmes de toxicomanie dans nos pays, nous devrons être plus humbles avant de critiquer les autres. La demande pour l'héroïne est très forte en Occident et ailleurs, comme en Chine, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et au Japon. Si nous ne faisons rien pour régler ce problème chez nous, nous devrions être plus modérés dans nos critiques. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Je suis le docteur Joe. Comment ça va? Bien. Et vous? Ça va.
Vous êtes venu ici pour une désintoxication, pour renverser le processus. Oui, je suis tellement fatigué. J'en ai marre. Je croyais que ce serait facile, que ce serait plus difficile pendant les premières semaines et qu'ensuite, le pire serait passé. Mais ça ne semble pas fonctionner comme ça. Quelles sont les choses que vous voudriez changer par rapport aux 2 premières fois? Eh bien, c'est tellement difficile. Gabor Maté est frustré par le peu de soutien manifesté pour le travail de réduction des préjudices du centre Insight. Le gouvernement canadien a tenté 2 fois déjà de fermer le centre en passant par les tribunaux. Je ne comprends pas pourquoi c'est si controversé. Les gens croient que nous favorisons la toxicomanie. C'est faux. La toxicomanie est là de toute façon. Il s'agit seulement de réduire les torts qu'elle cause. Pour illustrer ce que l'on fait, je donne l'exemple d'un fumeur qui vient me consulter parce qu'il a une bronchite. Je le traite avec des antibiotiques ou je lui prescris un inhalateur. Je ne traite pas du tout sa dépendance à la cigarette. En fait, on pourrait soutenir que je favorise sa dépendance. Néanmoins, comme médecin, je me dois de traiter sa bronchite. Je vais lui prescrire un inhalateur pour réduire l'inflammation et des antibiotiques pour traiter l'infection. Il pourra continuer de fumer s'il le souhaite. La réduction des préjudices s'apparente donc à la pratique de la médecine. C'est ce que nous faisons très souvent. Mais lorsqu'il s'agit de toxicomanie, pour une raison ou une autre, les gens sont indignés. Je suis censé arrêter. Je ne sais pas pourquoi je suis si émotif. Plus rien n'a de sens pour moi. Et ça me rend triste. Les émotions qui remontent en vous sont douloureuses. Mais ce sont les émotions que vous avez tenté de ne pas ressentir durant toute votre vie. Autrement dit, la drogue que vous avez prise a servi à ne pas avoir mal. Selon ce que vous m'avez dit au début de votre vie, les bonnes choses n'ont jamais duré longtemps. Les gens qui souffrent de toxicomanie souffrent également de divers problèmes de santé mentale. Dépression, anxiété, phobie sociale ou hyperactivité avec déficit de l'attention. Ces héroïnomanes sont des gens qui ont subi de graves traumatismes et ce sont eux qu'on envoie en prison. J'ai de la difficulté à faire confiance. Je n'attends pas à guérir beaucoup de personnes de leur toxicomanie parce qu'il n'y a pas de soutien. Il faudrait beaucoup plus de place en désintoxication, plus de tolérance et plus de soutien pour que nous puissions véritablement aider ces personnes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Certains ont une prise de conscience et s'en sortent d'un seul coup, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est un long processus. Les gens ont besoin de compassion et de soutien. Si nous n'avons pas un bon taux de succès dans ce quartier de Vancouver, c'est que le système ne nous appuie pas. La quête de Romesh Bhattacharjee pour trouver une nouvelle façon de lutter contre la drogue et la toxicomanie l'a conduit à une destination inattendue. Le Portugal est un chef de file mondial de l'approche de réduction des préjudices. J'ai appris que dans les années 90, le Portugal était aux prises avec des problèmes importants de toxicomanie et de VIH-Sida. Ce pays avait l'un des pires taux en Europe. Les autorités ont décidé qu'il valait mieux traiter ces problèmes ouvertement. Au lieu de criminaliser la possession et la consommation de drogue, elles ont commencé à traiter les toxicomanes comme des personnes souffrant d'une maladie. Les gens réfléchissent à ces méthodes partout dans le monde. Mais c'est le seul gouvernement qui a eu le courage de mettre en œuvre une réforme aussi radicale. Il y a 10 ans, le gouvernement portugais a écouté les conseils des spécialistes de la santé publique et il a décriminalisé toutes les drogues. En dépit de l'opposition des États-Unis, pour la première fois de l'histoire, un gouvernement national a éliminé entièrement toute menace d'emprisonnement pour la consommation de drogue. Les ressources allouées autrefois aux services de police ont été redirigées dans un audacieux programme d'action sociale
conçu pour intégrer les toxicomanes au système de soins de santé. Plusieurs travailleurs de rue sont des ex-toxicomanes. J'ai arrêté de consommer de la drogue à 32 ans. 32 ans? Oui. Vous avez donc consommé pendant 19 ans? Rui Reis a grandi aux États-Unis. Il a été déporté au Portugal en 2000 à la suite d'infractions en matière de drogue. J'ai grandi à Boston, au Massachusetts. Là, si on est arrêté en possession d'une seringue, on écope automatiquement d'1 an de prison. Où j'ai grandi, il n'y a pas de programme d'échange de seringues. Aux États-Unis, si on se fait arrêter et qu'on a une pipe ou un autre objet utilisé pour la consommation de drogue ou d'alcool, on se retrouve en prison. Ici, au Portugal, si quelqu'un est arrêté avec une pipe, une seringue ou une petite quantité de drogue, cette personne n'ira pas en prison. Vous vous en êtes sorti au Portugal? Oui, exactement. Ici au Portugal, tout le monde sait que c'est un problème. C'est mieux accepté. Aux États-Unis, c'est tabou. Alors qu'ici, c'est plus visible. On voit leurs problèmes et on veut leur proposer une solution. On doit tenir compte du passé de la personne. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle devenue toxicomane? C'est un travail de longue haleine. C'est un entrepôt abandonné où environ la moitié des gens que nous rencontrons habitent ou dorment. Certains prennent de la drogue. Il y a un endroit où ils se piquent, là-bas. Ils ne dorment pas nécessairement ici, mais ça donne une idée de la mentalité qui prévaut. Ils ont complètement renoncé à ce qu'ils étaient avant, parce qu'ils se sentent libres. Ils ont l'impression qu'ils sont libres. Parfois, ils ne conçoivent même pas qu'ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas les arrêter ou ils ne les arrêtent pas? Non, quand il y a un problème, ils peuvent les arrêter, mais ils ne peuvent pas les obliger à changer leur vie. Et c'est là que vous entrez en scène? Oui. Certains veulent changer, d'autres ne veulent pas. Aujourd'hui, nous amenons un des hommes qui se trouvait là, Sudafi. Il s'en va dans l'un de nos centres. Vraiment? C'est une réussite. Oui, c'est l'un de ceux avec qui nous parlions. Il a suivi tout le processus et il est prêt. Nous allons le conduire après le dîner pour qu'il soit admis dans le programme. La première étape pour quiconque est arrêté en possession de drogue consiste en un entretien pour déterminer la gravité du problème et recommander un plan de traitement. Bonjour Luis, je m'appelle Nuno Portugal, je fais partie de la commission pour la dissuasion de la toxicomanie. Voici Claudia Simões. Vous avez déjà parlé avec nos collègues. Vous savez ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Oui, oui. Lorsque quelqu'un se fait arrêter en possession de drogue, avec une quantité pour sa consommation personnelle pouvant durer jusqu'à 10 jours au maximum, les policiers font un rapport qu'ils envoient ici, à la commission. On considère que c'est une infraction sociale. Des sanctions peuvent être prises contre la personne, mais ce n'est jamais une sentence d'emprisonnement. Luis, voici le compte-rendu de l'entretien. Vous devez lire les deux côtés du document. Si tout est exact, vous n'avez qu'à signer l'endroit indiqué. Si quelque chose ne va pas, nous le modifierons. Il n'a pas reçu de sanction parce que c'est le premier entretien, celui qui est requis par la loi. En pratique, c'est l'équivalent d'un avertissement. Au Portugal, on compte maintenant 74 centres de traitement gérés par l'État pour une population d'environ 38 000 toxicomanes. Ils sont tous gratuits et on encourage fortement les consommateurs de drogue à les visiter. Le programme est controversé, mais 10 ans après son implantation, les Portugais sont en mesure de présenter des résultats impressionnants. Nous avons maintenant des données. Nous pouvons affirmer que l'évolution du problème dans notre société est très positive.
En 4 années de décriminalisation, le nombre de toxicomanes ayant reçu un traitement a augmenté de plus de 100%, tandis que le nombre de décès associés à la consommation d'opiacés a diminué de plus de moitié. Partout au pays, la consommation de drogue chez les adolescents a diminué. Au moment de l'approbation du programme, certains craignaient que le Portugal devienne un paradis pour les toxicomanes du monde entier, une sorte de destination de narcotourisme. On craignait aussi une augmentation de la consommation au sein de la population. Mais 10 ans plus tard, nous pouvons démontrer que ça ne s'est pas produit. Que pensez-vous de la pratique américaine de condamner tout le monde à la prison? Lorsqu'on a un casier judiciaire, c'est beaucoup plus difficile de vraiment s'en sortir, de retrouver une vie normale, de trouver un emploi. Nous croyons que les toxicomanes ne sont pas des patients de seconde zone. Ils méritent ce que nous pouvons leur offrir de mieux. Je suis très impressionné de constater à quel point le système fonctionne bien. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de ratés, que les services ne seraient pas uniformes. Mais selon ce que j'ai vu et après avoir discuté avec plusieurs personnes au sein du programme, je suis très optimiste. Je peux comprendre que les autorités de plusieurs pays étaient sceptiques au début. Encore maintenant, elles affichent du mépris et des doutes. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Il est temps d'apprendre de cette expérience. On ne peut pas l'ignorer. Surtout lorsque des décennies de répression se sont soldées par un échec. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Contrairement à ce qui se produit au Portugal, les États-Unis continuent d'adhérer fortement à leur politique de répression et de sanctions sévères contre les consommateurs de drogue. Les Américains sont extraordinairement obnubilés par leur guerre contre la drogue. Ils sont dans une impasse, car ils ne peuvent pas gagner la guerre. Et ils n'ont pas le droit d'arrêter de la faire en raison de leur législation et de leur rhétorique. Je leur dis, arrêtez maintenant. Pourquoi mettre toutes ces personnes en prison? Y gagnez-vous quelque chose? Depuis combien de temps faites-vous ça? 40 ans? Y a-t-il des indices qui montrent que la situation va changer? Depuis 1971, les sommes consacrées à la lutte contre la drogue ne cessent d'augmenter. Le budget annuel de la DEA atteint maintenant 2,6 milliards de dollars. En 2009, aux États-Unis, près de 2 millions de personnes ont été arrêtées pour des infractions reliées à la drogue, soit une personne toutes les 18 secondes. Les politiques en matière de drogue ont échoué lamentablement sous pratiquement tous les aspects. Elles n'ont pas réduit la consommation de drogue, elles ont rendu la consommation plus néfaste qu'elle ne l'aurait été autrement. Elles ont favorisé la corruption, engendré le gaspillage de ressources, rempli les prisons et restreint les libertés civiles de personnes qui ne consomment pas de drogue. On sait que ce que nous faisons n'a pas d'effet et fait davantage de tort. Il doit y avoir d'autres options qui causeraient moins de tort que les mesures actuelles. D'énormes enjeux politiques et économiques mondiaux favorisent le maintien de la situation actuelle. Mais ils n'ont rien à voir avec la volonté de réduire la toxicomanie. Si j'étais un grand trafiquant de drogue, et si je voulais aussi avoir un système qui m'assurerait des profits, je créerais exactement le système que nous avons aujourd'hui. Je suis resté seulement 2 ou 3 jours. C'était 3 jours, non? 1 jour?
Seulement. Voilà, après un jour, il fallait que je sorte. Je n'étais plus capable. Il y avait trop de choses dans ma tête. J'ai bousillé cette occasion. Mais la désintoxication reste à mon programme pour bientôt, je le sens. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou le mois prochain, et je sais que ce ne sera pas dans 2 ou 3 ans. C'est pour bientôt. Je sens que c'est le moment de le faire. Je ne rajeunis pas. C'est certain. Nous organisons une commémoration pour 3 personnes. C'est fréquent. On ne peut pas prédire quand viendra la mort. Elle arrive quand elle arrive. Parfois, plusieurs personnes meurent en même temps. Les gens ici vivent au bord d'un précipice. Il ne faut pas se le cacher, la mort les guette.